Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Vous êtes une nouvelle figure de la vie politique française, vous êtes jeune député, vous avez 27 ans. Vous avez été élu sous la bannière de la France Insoumise pour le Nord. Avant d'être député, vous étiez conseiller de clientèle dans le secteur de l'énergie. Vous avez donc été élu avec 46 voix d'avance face, il faut le dire, à un candidat à La République En Marche, Christophe Ithier, dans le Nord. Vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales et à ce titre, vous êtes fait remarquer dès le début de la législature par votre défense, mètre après mètre, dit-on, du Code du travail. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Damien Le Boulanger pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, pour commencer, le président Emmanuel Macron veut reconnaître le drapeau européen. Jean-Luc Mélenchon, lui, voudrait le retirer de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pourquoi la France insoumise n'accepte pas cet emblème dans l'enceinte de nos institutions? Adrien Quatennens. Alors nous, ce que nous avons dit, il ne s'agit pas d'allumer une polémique sur le drapeau en tant que tel. Il ne s'agit pas d'essentialiser le drapeau. La question est la suivante, c'est que pour nous, et la preuve, c'est que Emmanuel Macron, s'il décide maintenant de reconnaître ce drapeau, c'est que jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait. Et pour cause, les traités ne le reconnaissaient pas. Par ailleurs, nous, ce que nous disons, c'est que sur la question de l'Union européenne, il y a une confusion qui règne depuis notamment 2005 et le fait que le peuple français, vous vous en souvenez, s'était prononcé contre le traité et que derrière, on a fait quand même ce que l'on voulait avec le traité de Lisbonne. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'essentialiser le drapeau en tant que tel, mais de signifier que l'Assemblée nationale, c'est le lieu où s'exprime la souveraineté nationale. Et que, mis à part la question de l'appartenance à l'ONU et son caractère universaliste, les traités ne reconnaissent pas le drapeau européen aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est une manière aussi pour nous, et c'est le sens de l'intervention qu'a fait mon camarade Alexis Corbière hier dans l'hémicycle, qui est de dire, nous, l'Union européenne, nous sommes favorables à l'idéal européen. Mais cet idéal a été largement dévoyé et fait que, comme il l'a dit hier, ce drapeau, si l'on continue à le mettre en avant sans se soucier vraiment du fondement aujourd'hui, de ce qui crée l'adhésion à l'Europe, et aujourd'hui on voit bien que cette adhésion elle est largement mise à mal, risque de faire que ce drapeau sera mis en berne. Nous sommes ceux qui voulons absolument renouer avec l'idéal européen tel qu'il était pensé. Et ça passe nécessairement par un rapport de force assumé sur les questions de l'Union européenne qui aujourd'hui ne va pas dans le bon sens et participe de la remise de tensions qu'elle prétendait évacuer. Donc vous n'allez pas vous battre outre mesure pour que ce drapeau soit retiré. Mais non, il ne s'agit pas. Vous posez la question de fond. Il ne s'agit pas de faire une polémique, mais il nous a semblé que c'était une occasion aussi de signifier ce que nous avions à dire sur la question de l'Union européenne. Sur la question européenne, sur le fond. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, votre parti a soutenu, votre mouvement, votre parti, je ne sais pas comment il faut dire, a soutenu les grèves du mois de septembre, y compris la manifestation de mardi dernier de la fonction publique. Il semblerait qu'il n'y ait pas une très très forte mobilisation populaire quand même. Ça vous étonne, ça vous déçoit? Alors écoutez, moi je considère qu'il y a, en tout état de cause, une avancée de la conscience dans le pays sur ce qui est en train de se produire. Pour résumer rapidement la manière dont je matérialise les choses, Emmanuel Macron a tenté, sur ces réformes, notamment sur la question du Code du travail, même s'il n'y a pas que cela, d'aller rapidement et d'essayer de passer inaperçu, notamment en faisant ce coup de force au beau milieu de l'été. Passer inaperçu, c'est un échec, puisque grâce au travail des syndicats, des mouvements politiques et des citoyens, la conscience s'est répandue dans le pays que ce qui est en train de se passer est grave. C'est la raison pour laquelle, à l'heure où nous nous parlons, nous savons qu'une majorité de Français soutiennent les mobilisations et que 65% d'entre eux sont opposés à raison à ces ordonnances. Donc déjà, le fait que la mobilisation existe est en soi un succès. Maintenant, le niveau de mobilisation, clairement les manifestations du mois de septembre étaient au niveau du seuil haut de ce que nous avions l'an dernier avec la loi El Khomri. On a des mobilisations, vous avez raison, qui sont éparses, sectorielles. Nous travaillons à l'heure actuelle à la convergence parce qu'elle est nécessaire. Dans tous les secteurs de la société, vous avez des gens qui se mettent en mouvement. Et il y a aussi, et moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement, celles et ceux qui avaient intériorisé que la manifestation ne les concernerait jamais, mais qui sentent bien que là,
il est temps de se mobiliser et qui n'ont pas l'habitude de nos formes d'action. Il faut convaincre les gens qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser que là, oui, il est question de l'intérêt général, parce que les recettes qu'on nous propose, non seulement vont aggraver le mal qu'elles prétendent soigner, mais en plus vont produire cet effet qu'on disloque complètement l'ordre social de notre pays. C'est important ce qui est en jeu. Alors, Corinne Laurent voudrait préciser. Oui, juste préciser, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les dirigeants syndicaux. Vous-même, vous êtes, je crois, en contact avec les responsables syndicaux. Où en êtes-vous? C'est quoi la suite? Comment on agrège ces énergies, ces mobilisations? Et Jean-Luc Mélenchon voulait faire déferler plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Où en êtes-vous de ce projet? Écoutez, nous, vous l'avez vu, Caténins. nous n'avons pas déserté le travail parlementaire. Maintenant, le rapport de force dans l'hémicycle est ainsi que nous pensons qu'il y a une nécessité de mobilisation importante. Si l'on part du principe qu'une majorité de Français, c'est ce que vérifient les enquêtes d'opinion, sont opposés aux ordonnances, nous devons pouvoir en venir à bout. Signifier à Emmanuel Macron que si personne ne lui conteste sa légitimité de président de la République, nous lui contestons le fait d'avoir obtenu un blanc-seing, notamment pour casser le code du travail. Donc maintenant, ce que nous faisons, c'est nous discutons avec les syndicats et nous disons, nous, en tant que mouvement politique, si vous prenez l'initiative, nous nous mettons à votre disposition. Seuls les commentateurs nous ont tendu le micro en nous disant que nous prétendions faire la concurrence aux syndicats. Nous n'avons jamais fonctionné de la sorte. Chaque fois que les syndicats ont appelé à se mobiliser, nous sommes au renfort. Et le 23 septembre, la mobilisation qui était notre initiative n'était d'ailleurs pas la marche de la France insoumise. C'était notre contribution à la mobilisation, notamment par le fait que les syndicats sont organisés pour mobiliser la semaine et que nous voyons que plein de gens qui ne sont pas dans des entreprises où il y a des syndicats et qui ne peuvent pas s'organiser pour se mobiliser, souhaitaient se mobiliser. Donc le week-end, pour ça, le permettait. Mais vous avez raison de dire que ce que nous avons fait le 23 septembre fait partie d'un franchissement de seuil. C'est le seuil haut de ce que nous pouvons faire comme force politique. Donc aujourd'hui, pour venir à bout des ordonnances, et je pense que nous pouvons y arriver, à la condition qu'il y ait cette convergence citoyenno-politico-syndicale. Vous parliez tout à l'heure de la manifestation de la fonction publique. Emmanuel Macron aura quand même réussi avec brio à avoir devant lui un front syndical pour le coup large. Ça fait 10 ans que ces syndicats n'étaient pas réunis. Moi, j'ai vu de mes propres yeux ces drapeaux mêlés à la manifestation du 10 octobre. Je me dis qu'il y a là le début de quelque chose. En tout cas, nous n'organisons pas un barreau d'honneur. Nous pensons que nous pouvons influencer la politique du gouvernement. On retient votre expression, une convergence citoyenno-politico-syndicale. Damien Le Boulanger, RCF. Est-ce que cela veut dire, Adrien Quatennens, que pour vous, la solution pour vous faire entendre, quand je dis vous, ce n'est pas que la France insoumise, c'est tous ceux qui sont opposés à la politique d'Emmanuel Macron, ne passe que par la rue? Alors non, je le disais à l'instant à votre confrère, je ne vais pas dire que ça ne passe que par la rue. Nous voyons les choses de la manière suivante, c'est un pied dedans, dans l'hémicycle, un pied dehors. Pas se déconnecter, pas cloisonner nos débats à l'hémicycle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous essayons à chaque fois que nous nous exprimons d'être intelligibles et compréhensibles pour l'extérieur. Mais force est de constater que la situation de la Ve République produit cet effet qu'un mouvement politique comme le nôtre, qui a obtenu quand même 7 millions de voix au premier tour de la présidentielle, n'a que 17 députés, que ces propositions de loi, parce que nous en avons, ne pourront être examinées qu'au mois de février lors des niches parlementaires. Donc, si vous voulez, l'influence du débat parlementaire... À l'Assemblée, c'est ça? Alors, on aurait pu faire le choix de dire, puisque le rapport de force est écrasant, on rentre chez nous et on déserte le travail parlementaire. Vous avez vu que ce n'est pas ce que nous avons fait. D'ailleurs, nous avons fait ce pari de faire dans l'hémicycle ce que nous faisons à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas trier parmi les gens à qui l'on s'adresse pour tenter de convaincre. Et oui, par exemple, au sein de la majorité, il y a une majorité de plus de 300 députés, 314. Mais des gens qui n'ont pas forcément toujours un niveau de conviction politique ou un rapport à l'engagement politique qui est d'être aussi charpenté que le nôtre. Et on essaye, oui, y compris en s'adressant de manière bienveillante. Mais bien sûr, que faire sinon ? Que faire sinon? On essaye d'ébranler à minima quelques certitudes. De l'Assemblée nationale? Non, c'est simplement du débat démocratique. Moi, c'est vrai que des fois, je souffre un peu de voir que dans cet hémicycle, finalement, ça manque de politique. Des fois, je ferme les yeux et je me dis, oula, Adrien, tu es arrivé dans un conseil d'administration et pas à l'Assemblée nationale. Même parce avec la nouvelle génération qui arrive. Oui, parce que moi, c'est le propre de notre courant, un rapport à la politique qui est assez romantique. Vous voyez, moi, quand je rentre dans cet hémicycle, je vois Jean Jaurès. Je ne vois pas la petite gestion. Vous ne voyez pas on recueille. Voilà. Je trouve que parfois, ça manque de politique. Nous essayons de la ramener dans cet hémicycle. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour en venir à la réforme du Code du travail, les ordonnances sont là maintenant. Vous pensez vraiment, l'exécutif a dit qu'il ne reviendrait pas en arrière, vous pensez vraiment obtenir quelque chose? Je crois que, comme je disais, les ingrédients sont sur la table pour en venir à bout. La question, c'est de savoir si on va réussir avec ces ingrédients à avoir la bonne recette de convergence. Et c'est tout le pari du moment. Mais si vous voulez, sur les ordonnances, j'en prends un instant. Moi, d'abord, je suis venu à la politique à un moment où j'ai vu de mes propres yeux qu'une mobilisation de masse
avait eu raison d'une loi qui avait été ratifiée, qui était d'ailleurs dans la même philosophie que celle-ci, c'était l'époque du CPE, vous vous en souvenez. À l'époque, Les vous ordonnances, étiez lycéen. J'étais lycéen. Les ordonnances, ce qui pose souci, vous voyez, on ne manifeste pas par amour de la manifestation. Les manifestants, ça leur coûte d'être là. Ils font grève une journée, c'est des gens, ça leur coûte du temps. Nous manifestons et nous contestons par raison, parce que nous savons que ces recettes, c'est-à-dire flexibiliser davantage le marché du travail, c'est grosso modo ce qu'on applique depuis plus de 20 à 30 ans, et nous n'avons pas vu jusqu'à preuve du contraire que ça apporte les effets escomptés en termes d'emploi. Ce que ça provoque, effectivement, c'est que la France peut se targuer d'être la championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Voilà ce que produisent... Et du chômage aussi, du chômage de masse. Certes, mais moi je considère que face au chômage de masse, il y a des solutions. Vous savez, on dit souvent qu'on est dans la contestation, mais nous avons un programme et nous le développons encore. Donc nous avons plein de propositions à faire sur la question de l'emploi. Quelle est la situation ? Aujourd'hui, il y a en France une situation de pénurie d'emploi. J'ai entendu récemment qu'on nous faisait encore le coup du chômage volontaire. Vous savez, aujourd'hui, la réalité, c'est un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. Par conséquent, même si vous pourvoyez tous les postes qui sont à pourvoir, il reste une masse considérable de chômeurs. Quand on rencontre des chefs d'entreprise, d'ailleurs, l'INSEE en a fait la démonstration, ils sont très peu nombreux, 11% seulement, à évoquer le droit du travail et son contenu comme un frein à l'activité. Par contre, l'incertitude économique, ils sont beaucoup plus nombreux à la citer, ils sont 28%. Le problème que nous avons dans ce pays pour l'emploi, c'est un problème d'activité qu'il faut relancer. Il faut faciliter la vie. Macron. Alors, non, pas surtout. Il faut relancer l'activité. Relancer l'activité, mais de quelle manière ? Nous proposons une relance de l'activité qui soit socialement utile, écologiquement soutenable. Je n'ai pas vu que c'est ce que proposait Emmanuel Macron. Son projet à lui, c'est de dire pour venir à bout du chômage de masse, nous allons le remplacer par la précarisation accrue de l'emploi. Vous savez, l'Allemagne, dont on dit souvent qu'elle est un modèle économique, derrière des indicateurs économiques qui peuvent a priori être intéressants, vous avez une réalité sociale. Et qu'en Allemagne, vous avez 13 millions de pauvres pour un indicateur au niveau du chômage qui est effectivement très faible, plus agréable à regarder que chez nous. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Je n'en suis pas sûr. Corinne Laurent, la Croix. Juste si je peux rester sur ce sujet, le deuxième chantier social d'Emmanuel Macron, c'est la formation, c'est professionnel, c'est l'apprentissage. Ce sont plutôt des solutions qui, j'imagine, sont susceptibles de vous convenir. Il faut regarder dans le détail. Adrien Il y a une chose qui est certaine que je veux bien réaffirmer aussi ici devant vous, c'est que quand il le faut, nous sommes une opposition farouche et frontale, mais nous ne sommes pas une opposition principielle. Dès lors que les choses vont dans le bon sens, nous savons le dire. C'est d'ailleurs nous, dans l'hémicycle, par exemple, dans les débats qui ont déjà eu lieu au sein de l'hémicycle, c'est la France Insoumise qui a été à l'initiative de la plus large alliance ponctuelle, avec même la droite, pour venir à bout du verrou de Bercy, par exemple, dans la loi de prétendue moralisation. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas sur une opposition tout azimut de principe. Mais je pense qu'Emmanuel Macron se trompe dans les trajectoires. Il procède à une profonde continuité dans la politique qui est menée. Il rénove la méthode, ça c'est clair. Là où Manuel Valls faisait le 49.3, lui légifère par ordonnance. Mais si vous voulez, la philosophie, c'est toujours la feuille de route du MEDEF qui est suivie de manière arbitraire. Et encore une fois, si on avait été démenti par le passé, si on nous avait montré que ces recettes étaient efficaces, mais là on dit aux Français toujours, serrez-vous la ceinture et vous retrouverez votre poids de forme. On voit que ça ne fonctionne pas. Je dis aux gens, il y a des choses plus enthousiasmantes à faire. Nous pourrions relancer l'activité dans ce pays par un vrai plan de relance qui soit effectivement socialement utile, écologiquement avec soutenable. de l'argent public ? Bien évidemment, entre autres, et sur les questions budgétaires aussi, il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si vous avez prévu que nous parlions du budget, mais sur les questions budgétaires, il y a un profond déséquilibre. Et nous avons aussi des propositions en matière fiscale. Il y a beaucoup à faire. Alors, et on pourrait faire plus enthousiasmant que tout ça. Plutôt que de se lever le matin en se disant que nous faisons les ordonnances rabougries qui fait que tout le monde va se regarder les chaussures pour aller au travail, qu'on va faciliter les licenciements, qu'on va rendre la vie des gens plus difficile, nous pourrions nous lever le matin et nous dire que nous participons à la réponse aux grands défis qui se posent à l'humanité tout entière, notamment sur les questions écologiques. La France en a toutes les compétences. On pourrait faire quelque chose de plus enthousiasmant. Alors, on va passer en revue toutes ces questions. Une dernière question pour cette première partie de Damien Le Boulanger. Juste avant, et pour rebondir sur vos réponses, où vous semblez dire, voilà, on n'est pas entendu, on essaye de se faire entendre tant dans l'hémicycle que dans la rue, que sur tous les outils que l'on peut utiliser. Vous avez lancé le projet d'une web TV alternative, le Média. Pour vous, déjà, où est-ce que ça en est ? Quand est-ce qu'elle sera concrète ? Et surtout, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir derrière cette web télé ? Est-ce à dire que tous les autres médias ne servent à rien ou sont trop contrôlés à vos goûts ? Alors, je vous remercie de votre question. Vous me donnez l'occasion aussi d'une clarification. De la même manière que
la marche du 23 septembre n'était pas notre appartenance, bien que nous en réclamions. La question du média dont on parle n'est à pas confondre avec les outils de communication propres de la France insoumise. Ce que vous évoquez là, c'est le média donc, qui a été lancé notamment hier soir, il y a une soirée de lancement. C'est un collectif très large dans lequel effectivement il y a des gens qui sont de la France insoumise, mais pas tous. Vous aviez notamment hier sur le plateau de lancement Noël Mamère, bon, voilà, c'était assez large. Donc c'est pas la télé de Mélenchon. Absolument pas. D'ailleurs, ils ont D'accord. fait un lancement là-dessus que je vous invite à aller voir, qui est assez rigolo pour justement battre en brèche cet argument. Voilà, où on a fait un journal pro-Mélenchon. Donc c'est la télé de la gauche, de toutes les gauches. Bon, d'abord, ça part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a besoin, sans remettre en cause le travail des journalistes, il y a besoin de respiration sur la question médiatique. Vous savez, moi, j'observe que beaucoup de gens me disent, voilà, moi je fais l'effort, parce que c'est un effort parfois aujourd'hui que de s'informer, de lire les journaux ou de regarder le journal télévisé. Parfois, je choisis celui de service public, pensant avoir une information objective. Moi, je dis que l'objectivité, ça n'existe pas, de fait. Certes. Mais quand vous avez un journaliste qui vous dit « je vous présente l'expert en économie », la personne qui n'a pas de formation économique et qui regarde sa télévision n'a pas de raison de mettre en cause ou de douter de la parole du dit expert en économie. Et pourtant, quand vous grattez, et parfois pas franchement beaucoup, vous vous apercevez que l'expert en économie sert aussi des intérêts. Il y a, si vous voulez, dans les médias, en tout cas dans les médias dominants, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la fameuse phrase de Margaret Thatcher. On part du principe qu'on ne peut pas faire autrement, que ce n'est pas possible. On est enfermé dans le carcan de l'ordre du libéralisme. Nous disons que, y compris sur les médias, comme ça se fait dans plein d'autres domaines, les citoyens peuvent s'investir et faire autrement. Donc là, l'idée de ce média, c'est un média qui, y compris dans ce modèle économique, est différent de la concentration que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, l'audiovisuel, mais aussi la presse écrite, sont tenus en bout de course par 9 milliardaires. Ça pose quand même question. Sauf nos médias qui sont Eh ben représentés voilà, ici, il faut le dire. Les 9 sur 10, voilà. Mais donc, il y a nécessité de faire une respiration. Donc, l'argent, vous le prenez où alors? Alors ben là, chacun peut contribuer. D'accord. Financement populaire. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle les sociaux. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez contribuer. Et l'ambition de démarrage, c'est au mois de janvier, d'être en capacité de faire un journal télé tous les soirs à 20h. Donc c'est très ambitieux. C'est très lourd. Et hier soir, moi, j'y suis passé et je veux dire que ça fourmillait de partout. Il y avait beaucoup d'enthousiasme et je pense que c'est quelque chose dont nous avons besoin et qui connaîtra un succès. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Alain Baron qui ouvre la deuxième partie de Face aux chrétiens. Oui, la discussion budgétaire a commencé. La France Insoumise taxe ce budget de droite. Globalement, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Quelles sont les mesures symboliques les plus importantes? Je n'ai pas vu que nous parlions de budget de droite, parce que je résume. Étiquetage, voilà. C'est un budget des riches, qui assume une préférence pour les riches. S'il fallait le résumer, bon, d'abord quelques indicateurs. On a des économies annoncées pour plus de 16 milliards, dont plus de 5,5 pour la sécurité sociale, mais surtout il y a la question du déséquilibre. Le pari que fait ce gouvernement, et que défend notamment le ministre Bruno Le Maire, c'est de dire nous allons privilégier, en tout cas moins imposer le capital, parce que finalement Bruno Le Maire se fait le défenseur du théorème de Schmitt, qui dit que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est ça l'idée. Ce que nous vérifions depuis un certain temps, c'est que les profits d'aujourd'hui sont les super profits de demain et les méga profits d'après-demain. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une situation qui est telle que c'est à peine 30% des profits qui sont investis. Et cette logique s'est renversée. Ça ne marche pas. Avant les années 90, 70% des profits étaient investis. Aujourd'hui, c'est 30%. Ça veut dire que le profit en tant que tel, et c'est d'ailleurs, ça fait le lien avec la question de l'emploi que nous évoquions tout à l'heure et de la relance de l'activité, le profit, plutôt que d'aller vers les investissements dans l'économie réelle, provoque cet effet d'accumulation. Donc le pari du gouvernement, c'est de dire, si on favorise les plus riches, ceux qui ont déjà beaucoup, il y a cette idée alors ils disent qu'ils ne sont pas favorables, mais la théorie du ruissellement, qui dit que si on favorise en haut de la pyramide, il va y avoir un effet de ruissellement sur toute l'économie. Et des emplois Jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas vérifié. Le budget est déséquilibré. Il y a donc d'une part la question de l'ISF recentrée uniquement sur l'immobilier.
ça fait plus de 3 milliards. Vous avez la fameuse flat tax, c'est-à-dire la fin de la progressivité sur l'impôt du capital avec la taxe à 30%. Juste quelque chose qui est quand même intéressant. Si on prend un exemple qui ne s'appliquera pas puisqu'il n'est pas d'aujourd'hui, mais par exemple les plus-values, vous vous en souvenez, qu'avait réalisé Madame Pénicaud sur les stock options de Danone, les 80 années de SMIC qu'elle avait gagné en une journée. Eh bien, si on faisait la différence entre ce qu'elle aurait dû payer en impôts avec l'ancien système ou avec le nouveau système de ce gouvernement, eh bien, c'est un manque à gagner pour l'État de 278 000 euros. Avec les 7 milliards, finalement, qui vont être redistribués vers les plus riches, nous pouvons faire, par exemple, 115 000 places de crèche, 60 000 postes d'enseignants. Et de l'autre côté, juste, je termine, excusez-moi, le gouvernement, en même temps, assume le fait d'aller taper au portefeuille ceux qui en ont le plus besoin, avec les 5 euros d'APL, notamment. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre. C'est un budget qui procède même, on peut le dire, à un transfert de richesses des plus pauvres vers les plus riches. Mais alors, Adrien Quatennens, je vais me faire, pardonnez-moi, mais je vais me faire l'avocat de votre diable, l'avocat d'Emmanuel Macron. Il y a quand même un certain nombre de mesures pour les plus pauvres, la suppression des cotisations sociales, chômage et maladie, la suppression de la taxe d'habitation, la hausse de l'allocation adulte handicapé, la hausse de la prime d'activité, du minimum vieillesse, le soutien pour les gardes d'enfants en famille monoparentale, et il est question de supprimer les allocations familiales pour les riches. Est-ce que tout ça, c'est vraiment rien à vos yeux, Adrien Quatennens ? Alors voilà, vous avez cité beaucoup de choses sur lesquelles on aurait beaucoup à dire. Par exemple, moi, je suis pour l'universalité des allocations. Bon, pour ne citer que cet exemple. Il faut les laisser aux riches. Il y a beaucoup, même mais faible. la question, les allocations, contrairement à l'impôt, ça n'a pas la fonction de redistribution de la même manière. Donc, moi, je suis pour l'universalité sur ce principe-là. Mais si vous voulez, y compris les quelques mesures qui sont les plus favorables aux plus modestes, ne sont rien à côté des sommes qui sont en jeu à redistribuer pour les plus aisés. Il y a des calculs qui ont été faits. Grosso modo, ce qui est dit, c'est que, et ce qu'on vérifie d'ailleurs dans le budget, c'est que la moitié des baisses d'impôts vont profiter aux 10% les plus riches. Voilà ce qui va se produire. Donc il y a un déséquilibre absolu. Et on ne s'attaque pas au cœur du problème. Par exemple, sur la question fiscale, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait imaginer un système comme nous l'avions proposé pendant la campagne présidentielle, où chacun paye, tout le monde paye, mais réellement à hauteur de ses possibilités, donc reçoit même les ses plus pauvres besoins. paieraient. Tout le monde paye, mais paye. avec 14 tranches d'impôts, c'est-à-dire un effet qui est beaucoup plus lissé que ce que nous avons aujourd'hui, les fameuses 5 tranches. Où la moitié des Français ne payent pas d'impôts. Tout l'effort pèse sur les classes moyennes, Voilà. et la progressivité, plus vous gagnez, elle s'effondre finalement. Donc voilà, il y a des contre-propositions, et d'ailleurs sur la question budgétaire, encore une fois, pour ne pas être enfermé dans cette logique de contestation dans laquelle on veut trop souvent nous enfermer, je peux vous annoncer que le 2 novembre, la France Insoumise présentera dans le détail un contre-budget pour montrer que nous pouvons faire autrement également en matière de politique budgétaire. Corinne Laurent, La Croix. Pour faire autrement, justement, et peut-être pour compenser cette idée que c'est un budget ou un gouvernement pour les riches, l'exécutif préparerait un plan pauvreté. Et selon vous, qui est sensible à ces questions, qu'est-ce que c'est qu'un plan pauvreté et qu'est-ce que seraient les mesures qui pourraient sensiblement améliorer le sort des défavorisés? Il y a plein de choses à faire. D'abord, nous avions dit, au niveau de tout ce qui est des minima sociaux, qu'il fallait relever tout ça pour qu'il n'y ait pas de revenus en dessous du seuil de pauvreté. Première question. Après, il y a la question de la répartition et de la meilleure répartition. Par exemple, sur la question des salaires. Vous savez aujourd'hui que si on augmente les salaires, de fait, vous avez plus de cotisations, donc on règle aussi d'autres problèmes budgétaires. Nous, on avait par exemple proposé cette mesure de limiter l'écart des salaires dans les entreprises. Peut-on tolérer aujourd'hui, dans les grandes entreprises, que l'écart entre le salaire le plus faible de l'entreprise et le salaire le plus haut soit un écart de l'ordre de 1 à 300 ? Est-ce que la personne qui effectivement a des responsabilités, qui effectivement s'investit beaucoup au travail et qui est en haut de l'organigramme, a 300 fois plus de besoins que la personne qui se lève peut-être à 5-6 heures du matin, qui va déposer ses enfants à la crèche, qui prend les transports en commun pour aller travailler? Ce sont des questions qu'on peut se poser. On ne fait pas société avec de telles disparités, de tels écarts. Et par ailleurs, encore une fois, comme sur la question des ordonnances, ce pari fou de dire que si on favorise les plus riches, ça a bénéficié à l'économie, ça a déjà été fait et ça ne fonctionne pas. Donc les recettes proposées ont déjà finalement été testées par le passé. Nous avons vu que ça ne fonctionnait pas. Et vous dites que ça ne marche pas. Damien Le Boulanger, RCF. Justement, sur ce point-là, qu'est-ce qui vous fait dire que votre proposition d'alternance est crédible, plus crédible que celle dont on vient parler? Bon, Adrien Quatennens. plus crédible que celle d'Emmanuel Macron, vous voulez dire. Écoutez, ce qui apparaît aujourd'hui, je pense, et qui procède aussi du fait que dans le pays, moi je vois bien que nous avons un écho plus important, c'est que les Français
commencent à voir que entre Nicolas Sarkozy, qui était le président de la droite, François Hollande, étiqueté de gauche, accordons-lui cela, et Emmanuel Macron, qui prétend dépasser ces clivages et qui serait du centre, les Français voient bien qu'aucun de ces trois-là ne remet en cause foncièrement le productivisme, ne remet en cause les directives européennes, qui par ailleurs mènent l'Europe dans l'impasse, ne remettent en cause l'ordolibéralisme. Donc si vous voulez, on feint une opposition frontale entre des formations politiques qui prétendent s'opposer, mais de fait, on se retrouve avec de petites mesures à la marge. On ne change pas en profondeur les choses. Alors qu'aujourd'hui, la situation démocratique, notamment par l'abstention qui est considérable, le recul démocratique, la question de la crise sociale qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous avons 9 millions de pauvres et qui serait peut-être plus urgent de s'en soucier que de faire les ordonnances travail. Peut-être que ça mériterait qu'on aille vite et fort, comme dit Emmanuel Macron. Ou la question écologique, qui ne peut être mise à l'écart du paradigme général économique. On ne va pas mettre des pansements sur une jambe de bois. Toutes ces questions-là nécessitent un changement complet de paradigme. Et ça, les Français commencent à le voir. C'est qu'on change d'étiquetage, mais finalement, c'est toujours la même impasse. C'est ce qui fait que si les solutions que nous proposons sont radicales au sens de prendre les problèmes à la racine, voyez, eh bien, quelque part, avance l'idée dans le pays que peut-être demain, nous pourrions être le recours. Moi, ce que je dis, c'est que, vous savez, on nous dit souvent, vous êtes les excessifs, les exagérés. Moi, je considère que les excessifs et les exagérés sont aux manettes. C'est ceux qui pensent qu'on peut faire perdurer ce système. Moi, le diagnostic que je pose et les solutions que nous proposons, il me semble que ce sont les plus raisonnables. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a parlé il n'y a pas longtemps des dossiers Alstom et STX. Pour vous, c'est une défaite de l'industrie française. Est-ce qu'il y avait une autre solution ? C'est une catastrophe absolue pour de multiples raisons. D'abord parce que ça procède d'un dépeçage bout après bout de fleurons industriels. On l'a vu par le passé avec d'autres. Vous vous en souvenez, il y a eu Alcatel, il y a eu ADS. Notamment dans votre région, le Nord. Exactement, en plus. Et vous avez donc ce souci-là, c'est qu'on prétend là créer un géant européen. En réalité, on voit que les disparités sont telles qu'on crée d'abord et avant tout un géant allemand. On a vu là le plan social à General Electric Hydro à Grenoble qui est en route. Ce qui pose souci, c'est que non seulement l'État se prive de leviers stratégiques forts, et puis, encore une fois, toujours penser global. Si demain, nous avons besoin de mener à bien une véritable planification écologique, nous avons besoin de ces leviers. Or, l'État s'en prive. Si vous voulez, le problème que nous avons, c'est que les questions budgétaires empêchent toute pensée économique. Tout est dicté uniquement par une logique comptable. On parle du budget de la sécurité sociale, on commence en ce moment à l'Assemblée. On ne parle pas finalement de la santé des gens, on parle que de comptabilité. Tout est vu sous le spectre budgétaire, alors qu'il faille des comptes en ordre, sans doute. Mais quand, par exemple, Bruno Le Maire dit que l'humiliation ultime pour la France est de ne pas respecter ses engagements européens en termes budgétaires, moi, je n'ai pas le même type d'humiliation. Moi, je suis beaucoup plus humilié par le fait que notre pays, une grande puissance comme la France, ait 9 millions de pauvres et une précarité qui s'accroît. Chacun ses humiliations. Corinne Laurent-Lacroix. Pour rebondir sur un tout petit aspect, les états généraux de l'alimentation, essayer de concilier l'agriculture, l'écologie, la consommation, la grande distribution. Voilà, et la grande distribution. Cette problématique-là, elle aussi est, selon vous, mal amorcée ? Adrien Quatennens. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. J'entendais ce matin Nicolas Hulot sur France Inter. Moi, j'admire sa tentative d'essayer d'impulser d'autres trajectoires. Le problème, c'est qu'il y a des contradictions. Je pense que l'écologie et l'urgence écologique telle qu'on la ressent aujourd'hui n'est pas compatible avec les politiques libérales que prône Emmanuel Macron. Vous savez, il y a quelque chose d'assez paradoxal de la part d'Emmanuel Macron à agiter, par exemple, ce volontarisme a priori, qui est d'abord un effet de communication sur les questions écologiques, et de dire, par exemple, qu'il se veut le garant des accords de Paris de la COP21, et dans le même temps, c'est passé sous beaucoup de radars, laisser s'appliquer le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, dont d'ailleurs la Fondation Nicolas Hulot avait fait une démonstration parfaite de son caractère climaticide et antidémocratique. Les experts qui se sont penchés sur la question du CETA disent que dans les termes actuels de ce traité, eh bien, les conclusions de l'accord de Paris ne seraient même pas respectées. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypocrisie. On fait de l'agitation législative pour donner à voir, mais on ne change pas les choses en profondeur. Et malheureusement, si parfois les trajectoires sont bonnes, on ne va pas au bout des problématiques. Damien Le Boulanger, RCF. Est-ce que, Adrien Quatennens, une des solutions, tout à l'heure on parlait de fiscalité, ne serait pas de taxer tous les investissements verts, écologiques, et pénaliser plus les autres investissements plus pollueurs, plus
plus pénalisant pour Donc de détaxer l'environnement. les Oui, vous voulez dire plutôt investissements détaxer. verts. Oui, pardon, Détaxer. excusez-moi. Oui. On vous a compris. Ça Adrien fait Quatennens. partie des solutions, incontestablement. Nous, par exemple, dans le programme que nous avons défendu, nous proposions l'instauration d'un protectionnisme solidaire. On y a ajouté ce mot-là parce que dès qu'on parle de protectionnisme, tout de suite, c'est prétendument le repli identitaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais par exemple, oui, nous sommes en droit de nous interroger sur le fait de savoir si la France doit accepter qu'arrive à des prix qui provoquent l'écroulement parfois de certains secteurs dans notre pays, des produits dont les conditions de production environnementales et sociales d'ailleurs sont détestables. Voilà, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser effectivement. Favoriser par exemple effectivement l'agriculture paysanne, mais de ce point de vue-là aussi, vous voyez bien qu'il y a des effets de contradiction dans ce gouvernement, parce que là on sort des états généraux de l'alimentation et dans le même temps on a supprimé les aides au bio. Donc si vous voulez, il y a plein comme ça, soit d'angles morts, soit de contradictions dans la politique du gouvernement. Il faut que la politique fasse système. Nous, ce que nous avions dit en matière économique, c'est le maître mot, c'est la planification écologique. Réorienter la production, la distribution et la consommation dans le sens d'éteindre la dette écologique qui s'accroît d'année en année. Et quelque part, c'est très enthousiasmant, la France sait faire, les techniques existent. Il manque de volonté politique, d'implication économique, c'est vrai, mais nous avons les moyens de faire des choses formidables. La France pourrait être aux avant-postes de ces questions-là. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Alain Baron. Oui, il y a un autre dossier lourd, c'est la posture adoptée face à la menace terroriste. Est-ce que vous pouvez nous préciser la position de la France insoumise là-dessus? Parce qu'on vous a accusé d'islamo-gauchisme ou de complaisance. Est-ce que vous pouvez nous Vous pouvez préciser? dire, on nous a même insultés. Vous avez raison de dire qu'on nous a accusés. Adrien Quatennens. Moi, alors, ça où m'a en fait êtes-vous sortir de mes gonds. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui s'est produit dans le débat sur cette énième loi terroriste, c'est que soit vous étiez pour la surenchère sécuritaire, soit, si vous faisiez autre chose que cela, vous étiez, comme vous le disiez à l'instant, islamo-gauchiste. Bon. Partons de cette idée que dans cet hémicycle, et c'est le cas de la France insoumise, de tout son groupe, tout le monde souhaite que les questions de sécurité soient traitées, que la France soit en sécurité et qu'on lutte contre le terrorisme. Ce fait est incontestable. Nous avions défendu pendant la campagne présidentielle, nous avons d'ailleurs un livret sécurité que j'invite les téléspectateurs à aller regarder. Nous, en matière de sécurité, nous en appelons un retour à la raison. Pourquoi ? Parce que derrière nous, nous avons 16 lois antiterroristes depuis la fin des années 80, 4 en quelques années seulement, dont personne n'a fait le bilan. Et par ailleurs, Emmanuel Macron avait annoncé dans son programme présidentiel la fin de l'état d'urgence. Donc pour respecter sa promesse de fin de l'état d'urgence, on nous propose d'instaurer une forme d'état d'urgence permanent. Encore une fois, c'est de l'affichage. On dit on met fin à l'état d'urgence, oui, en tant que tel, c'est ce qu'on vient de faire, mais on va le remplacer par un droit commun considérablement modifié. Alors notre position, c'est de dire le droit commun, tel qu'il existe avant cette loi, permet de s'attaquer durement au terrorisme, sans avoir ces déséquilibres qu'on va avoir demain entre l'administratif et le judiciaire, sans avoir, vous savez, dans les débats, on se coupe parfois les cheveux en quatre pour savoir comment on va fouiller les coffres de voitures, etc. On n'a pas vu que ça empêchait, par exemple, les événements tragiques que nous avons eus à Marseille. Alors, donc, pour nous, la question qu'il faut poser est celle des moyens humains et des financements, qui n'est jamais posée. Et par exemple, vous noterez que quand la France insoumise propose un amendement qui propose de s'attaquer à ceux qui financent le terrorisme, notamment par ce fait symbolique, mais quand même notoire, de l'entreprise Lafarge, dont on sait qu'elle a financé Daesh, et qu'on propose de la sanctionner, alors là, il n'y a plus personne, on ne peut pas en parler. Comme quand on essaye de parler des ventes d'armes et de tout autre sujet. Et je pense effectivement que cette loi, cette nouvelle loi, procède d'une nouvelle agitation législative, mais nous ne sommes malheureusement pas plus en sécurité avec cette loi que sans. Mais donc, face à l'islamisme, vous dites quoi? Que dit la France insoumise? Mais d'abord, ne confondons pas la question de l'islamisme et de la radicalisation, qui est un problème, avec celle de la sécurité intérieure. Moi, je vous dis, dans le droit commun, il y a la capacité de s'y attaquer. Ensuite, c'est sûr, il y a un combat d'ordre culturel à mener pour une laïcité réelle et faire en sorte, effectivement, que l'on s'attaque aux problèmes, mais essentiellement, d'ailleurs, sur nos rapports à l'international. On ne peut pas avoir cette hypocrisie qui consiste à dire avec l'Arabie Saoudite. Mais, par exemple, vous voyez, il y a quelque chose, y compris en termes d'affichage, qui n'est pas crédible, si vous voulez. C'est ce que nous avons essayé de démontrer avec ce projet de loi. Et nous avons d'autres solutions, mais d'abord, c'est la question des moyens. Moi, je visite, vous voyez, en circonscription, des commissariats, etc. On voit que c'est le cas d'ailleurs de tous les services publics. On parlait de services publics. Vous avez des services publics en France qui sont à deux doigts de craquer et qui ne tiennent plus que parce que les fonctionnaires se surmobilisent et s'usent à la tâche pour que ça tienne. Quand vous voyez des commissariats où tout s'effondre,
ça pose question. Et là, cette question-là, notamment celle des moyens humains et financiers, nous n'avons pas pu la poser. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Adrien Quatennens. Je rappelle que vous êtes député du Nord, député France Insoumise. Vous êtes notre invité dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous allons marquer une deuxième pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question. Et on va parler avec vous, Adrien Quatennens, d'actualité européenne, particulièrement marquée dans l'actualité. La Catalogne, le président de la Généralité de Catalogne a déclaré, juste avant de la suspendre, l'indépendance de sa région. Pour vous, cette situation qui est en suspens, très tendue, où on voit que l'Europe a du mal à se positionner, Emmanuel Macron soutient de façon très claire, lui, Madrid. Vous regardez cette situation comment ? Avec beaucoup d'inquiétude, tout d'abord, parce que, là, on a eu cette position, finalement, qui est un peu au milieu du gué, de la part du gouverneur de la Catalogne, mais nous voyons ça d'un œil très inquiet, c'est juste à nos frontières. Alors, il y a eu la question de la répression policière, où effectivement, là, nous étions vent debout parce que les images que nous avons vues ne sont pas acceptables. Mais effectivement, la question de ces revendications indépendantistes pose question. Il semblerait, dans le cas particulier de l'Espagne, que la monarchie ne parvienne pas à continuer cette unification. Alors, en France, la République a permis de solutionner cette question. Mais moi, je veux que nous y regardions de très près, que nous soyons attentifs, parce que des revendications régionalistes, indépendantistes, il y en a partout, et nous ne sommes pas à l'abri. Et effectivement, les politiques d'austérité d'une part, les directives européennes d'autre part, et finalement la politique qui est impulsée un peu partout, risquent de faire renaître ce type de repli. Ah oui. Donc il y a la question de la cohésion qui est en jeu. Donc là, sur la question propre de la Catalogne, il faut une médiation politique, nous l'appelons de nos voeux. Nous aimerions que la France y participe d'ailleurs, puisqu'on ne pourra traiter le problème que par la démocratie et le peuple. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit c'est un problème à l'Espagne et tant qu'on ne nous fait pas appel, ça reste à l'Espagne? Moi, je considère que la France devrait jouer son rôle dans cette question en Europe et d'assumer une médiation. Et par ailleurs, quand Emmanuel Macron dit que c'est un problème propre à l'Espagne, moi je demande qu'on soit très attentif. On parlera de l'Europe après, mais on le voit partout, y compris quand les peuples sont questionnés démocratiquement sur l'Europe et sur leur appartenance. Il y a cette tentative de repli que nous observons partout et qui est le fait des politiques qui sont menées en Europe, de la trajectoire de l'Europe. C'est pourquoi, y compris quand nous disons qu'il y a urgence à réorienter les politiques et à réorienter les politiques européennes, c'est plutôt justement pour pérenniser une forme de cohésion, parce que sinon, on se met des œillères, on pense qu'on continue à avancer. Oui. Bien sûr, il y a des équilibres très fragiles qui sont en péril. Corinne Laurent, La Croix. Autre question européenne, celle des réfugiés. Angela Merkel en Allemagne a infléchi sa politique. Emmanuel Macron a confirmé l'accueil de 10 000 réfugiés. Là aussi, est-ce que l'Europe a un problème de cohésion par rapport à cette... Très clairement, on le voit bien. Tantôt, Mme Merkel fait une politique où elle accueille, ensuite elle ferme les vannes suite à des résultats électoraux. On a des problématiques, on le voit bien sur le territoire. Moi, on le voit notamment à Lille, on a le cas de Caen, dans des situations où ce n'est pas tolérable. Il faut accueillir les réfugiés. Alors, il y a une vraie question, c'est que, y compris sur ce sujet, c'est la question des causes qui n'est jamais évoquée. On le voit bien, il y a des migrations pour cause de guerre, et la France doit assumer une position indépendante sur ces questions-là pour pouvoir peser pour le retour de la paix en toutes circonstances. C'est la raison, par exemple, pour laquelle nous appelons à sortir de l'OTAN et de sa logique guerrière. Ensuite, il y a les accords commerciaux inégaux. Vous avez beaucoup de réfugiés économiques qui le sont du fait de ces accords commerciaux inégaux. Mais quand les gens sont à nos portes, une fois que nous avons pensé une politique qui traite les causes, nous ne pouvons faire autrement que de nous comporter en êtres humains responsables. On ne peut pas tolérer que la Méditerranée devienne le cimetière qu'elle est devenue. Donc on accueille. On doit accueillir quand ils sont présents. Et dans le même temps, nous devons traiter les causes. Vous savez, l'immigration est toujours une souffrance pour la personne qui migre. On ne quitte pas son pays par plaisir
en se disant tiens, où je vais aller sur la carte. Non, on le fait, on quitte sa famille parfois, on quitte les paysages, on quitte ses habitudes parce qu'il y a une situation de désespoir telle. Donc il faut bien voir cela. Et par ailleurs, moi je fais toujours le lien entre les différents sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. On parle parfois des difficultés que nous avons en France à accueillir, vous l'avez dit, 10 000 personnes. Mais la question écologique, les experts scientifiques nous ont dit que si nous ne traitons pas clairement cette question de manière plus ambitieuse qu'elle ne l'est, on parle de jusqu'à 200 à 250 millions de réfugiés climatiques. Par conséquent, vous voyez que même quand nous proposons d'inverser la tendance en matière écologique et d'assumer une planification pour venir à bout de ces problématiques, il y a aussi un lien sur la question de ces déséquilibres et des questions migratoires. Alain Baron, Radio Notre-Dame. En même temps, même si c'est que 10 000 réfugiés, pardon, ce qui ne paraît pas énorme, on voit bien que la France a du mal à les accueillir dignement. Comment faire ? Et que disent vos électeurs là-dessus, Adrien Quatennens ? Il y a une question des moyens. Moi, je vois que les gens ne supportent pas qu'on laisse des réfugiés dans des situations qui sont intolérables. Donc, encore une fois, pour moi, il faut une politique d'accueil pour ceux qui se présentent à nos portes, qui soit doublée d'une politique qui traite réellement les causes. Nous savons, par exemple, que certains accords de libre-échange provoquent la migration. Vous savez, moi, j'avais pris souvent cet exemple du poulet qui est fabriqué en Europe et qui est envoyé en Afrique. Quand vous avez des marchandises qui font notre beurre à l'exportation et qui provoquent cet effet que vous ruinez les capacités du pays de produire, vous créez les conditions de mouvement migratoire sur des causes économiques. Donc parfois même, ceux qui sont les premiers à se plaindre de l'arrivée de migrants sur notre territoire sont ceux qui proposent des politiques économiques qui, en bout de course, provoquent ces phénomènes. Encore une fois, toujours, moi je regrette trop souvent que les sujets politiques, que l'actualité soit comme ça saucissonnée. On prend un sujet puis un autre, on demande de réagir rapidement, sans voir qu'entre tout ça, il y a une profonde cohérence et une trajectoire globale. C'est ça que vous évoquez. Peut-être sur un autre sujet, Corinne Laurent-Lacroix. Oui, je vais revenir sur les sujets de société et notamment, je voulais vous questionner vous interroger sur la problématique de la PMA et de la GPA et connaître la position de la France insoumise sur ces questions sensibles. La position de la France insoumise est toujours celle qu'elle avait défendue pendant la campagne présidentielle. Nous sommes pour l'avancée d'un certain nombre de droits, et y compris le droit à la PMA. En ce sens, si le gouvernement y va, eh bien nous le soutiendrons. Par contre, nous sommes opposés à la GPA parce qu'elle procède à certains égards d'une forme de marchandisation du corps que nous refusons. Et vous ne pensez pas que l'un va aller vers l'autre ? Non, que pas l'inégalité pour les couples d'hommes va obliger... Je ne le pense pas. Non. Il n'y a pas de glissement ? Non, absolument pas. C'est deux choses vraiment différentes pour le coup. Autant nous pouvons assumer la nécessité d'étendre des droits, autant nous pouvons refuser cette logique de marchandisation du corps. Et pour moi, c'est deux sujets bien distincts et l'un ne mène pas nécessairement vers l'autre. Alors justement, vous qui êtes opposé à cette logique de marchandisation, la marchandisation par exemple du sperme masculin, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut acheter aux États-Unis, en Belgique, en Inde, une femme peut se faire un enfant et acheter du sperme. C'est pas quelque chose qui vous pose un problème ? Moi, ce qui me pose problème, c'est de voir que, par exemple, de plus en plus de couples mènent un parcours du combattant absolument ahurissant pour pouvoir avoir ce que beaucoup souhaitent. Et c'est un bonheur d'avoir des enfants. Donc, nous sommes toujours pour l'extension des droits de manière à éviter la souffrance que cela provoque. Après, nous sommes opposés aux logiques de marchandisation. C'est valable pour la GPA comme pour le commerce qui serait fait autour de cette problématique. Il y a pas de contradiction entre l'extension des droits. Non, mais justement, des si on veut éviter ces logiques de marchandisation, il y a la nécessité de légiférer. Si vous voulez, on ne peut pas tolérer aujourd'hui qu'on aille s'exiler à l'étranger pour mener à bien ce type de projet, comme on le faisait par le passé, par exemple, pour l'avortement. Il faut qu'on puisse avancer sur un certain nombre de sujets, tout en établissant clairement les lignes rouges. Et pour nous, la GPA en est une. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, il y a une menace nucléaire en ce moment qui est initiée par la Corée du Nord. Quelle est votre position précise sur le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire ? Adrien Quatennens. Clairement, il faut aller sur le désescalade. C'est très clair. Alors, la France a une politique de dissuasion, mais il faut effectivement éviter que se développe à la fois l'usage, mais surtout l'appropriation du nucléaire civil. Ce que nous observons avec la Corée du Nord, c'est une escalade qui est grave, y compris des tensions de part et d'autre dans le monde qui sont le fruit de personnages excessifs.
la France doit aussi, et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à un indépendantisme, nous avions développé pendant la campagne, et ça a été salué d'ailleurs par beaucoup de corps de l'armée, 200 pages dans la revue de la Défense nationale, ça s'appelait « Pour un nouvel indépendantisme français ». Et ça avait été salué, beaucoup avaient dit, sur les questions géopolitiques et de défense, peu de formations politiques sont allées aussi loin, vous voyez. Et pourtant, ce n'est pas tous les jours qu'on dit que la gauche radicale, comme on nous étiquette souvent, parle des questions de défense. Et pourtant, nous l'assumons. Donc il faut aller vers le désescalade, et la France pourra d'autant plus le faire qu'elle assumera son caractère universaliste et qu'elle sera non alignée, notamment, je le disais tout à l'heure, sur les questions de l'OTAN et de la politique va-t-en-guerre parfois qui en résulte. Une dernière question peut-être, Corinne Laurent. Pour rester sur cette question de la défense, le président de la République va recevoir une sorte de livre blanc qui expose les choix stratégiques des armées pour les années à venir. Quelle est votre position? Est-ce que vous souhaitez qu'on lève le pied, que la France lève le pied sur certaines opérations extérieures ou qu'elle revoie ses dispositifs, notamment Barkhane dans le Sahel ou Chamal dans la zone irako-syrienne? Bon, il faut réétudier tout cela de très près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes pour, y compris en Europe, pour une souveraineté de la France sur ces questions-là. Par exemple, le fait qu'Emmanuel Macron appelle à construire l'Europe de la défense est quelque chose que nous voyons d'un mauvais œil, parce qu'on voit mal, alors qu'il y a déjà des incohérences en matière de politique économique, on voit mal qu'on introduise une politique de la défense qui, de fait, serait une forme de politique guerrière, parce qu'on ne va pas contre quoi ou contre qui, on va devoir se défendre immédiatement. Donc, encore une fois, en matière de sécurité comme en matière de défense, c'est un retour à la raison que nous appelons. Donc, les solutions qui seront proposées, nous y regarderons de très près, nous y contribuerons aussi, parce que nous le faisons à chaque fois. Systématiquement, sur tous les textes, nous essayons de nous engager, d'aller vraiment au bout et de contribuer. Encore une fois, je le disais, nous ne désertons pas le débat ou le travail parlementaire quand il y a lieu de le faire. Donc, y compris sur ces sujets, nous le ferons. Nous avons dans le groupe parlementaire plusieurs députés qui sont investis dans la commission de défense. C'est le cas notamment de Bastien Lachaud. Voilà, nous y travaillons et nous continuerons à le faire. Très bien. Merci à vous, Adrien Quatennens. Merci d'avoir vous. participé à cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que vous êtes député France Insoumise du Nord. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Notre invité la semaine prochaine sera sera Olivier Faure. Olivier Faure, qui est député socialiste, comme on disait autrefois, député PS de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti socialiste, en tout cas président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites respectifs de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et vous pouvez évidemment retrouver aussi toutes les anciennes éditions de Face aux chrétiens. Merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.